Bonjour à tous et bienvenue dans ce 65e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est Dr. Donald et Mr. Trump, qui est basé sur un article que j'ai publié, que vous pouvez retrouver sur Substack, donc un article détaillé sur le sujet. Une fois de plus, cette chronique n'est qu'une version résumée, synthétique et même amputée, puisque je n'aborde pas tous les aspects abordés dans mon article et dans les précédents articles. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour lire l'article dans son intégralité. Je vous invite à vous abonner à mon Substack pour lire tous les articles que j'ai publiés. Déjà, une bonne douzaine depuis que j'ai créé mon compte Substack. Je publie un article par semaine au moins, voilà, et une chronique par semaine sur YouTube. Et si vous voulez que ça continue, je vous invite à soutenir cette chaîne via Tipeee, via PayPal, via Patreon. Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens pour soutenir cette chaîne. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, le sujet du jour est un sujet, là encore, relatif à l'actualité, puisque bien sûr, je vais aborder la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Au moment où je parle, il y a un cessez-le-feu, donc temporaire, des négociations, en tout cas un premier tour qui a échoué, et la guerre contre l'Iran est d'une certaine façon une sorte de test, un test du Trumpisme, mais je vais y venir. Alors pourquoi Dr. Donald et Mr. Trump? Ce n'est pas une psychologisation de Donald Trump, je vous préviens tout de suite. Non, Donald Trump n'est pas schizophrène, en tout cas je ne le pense pas, mais je vais plutôt parler de la double personnalité politique et médiatique que représente Donald Trump. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump est un personnage public qui est double. Il y a celui qu'on va appeler Dr. Donald, qui est l'homme politique, l'homme d'affaires, et il y a Mr. Trump. Mr. Trump, c'est l'homme de spectacle, de la télé-réalité, des combats de catch, parce que comme vous le savez, j'imagine, il a participé à des combats de catch, et il a animé, même je crois, produit un certain nombre d'émissions de télé-réalité, et c'est lui, ce Mr. Trump-là, ce Mr. Trump, que vous connaissez, que connaît le grand public. En réalité, l'homme politique, l'homme d'affaires Trump, Dr. Donald, il est assez peu connu du grand public. Celui qu'il vous présente publiquement, c'est son alter ego de spectacle. Voilà, c'est un personnage qu'il a créé. Et donc Dr. Donald met en scène Mr. Trump depuis des années, voire même des décennies, puisque ça fait des décennies qu'on le voit apparaître dans des séries de télévision comme Le Prince de Bel-Air, dans des films comme Maman j'ai raté l'avion par exemple, et dans des séries télé, des téléréalités, des émissions de télé-réalité, et comme je l'ai dit, des combats de catch. Et les deux personnages, Dr. Donald, l'homme politique, l'homme d'affaires, et Mr. Trump, l'homme de spectacle, le personnage qu'il a créé, les deux ont fait leur entrée en politique ensemble. Et alors pour les Européens, les Français en particulier, c'est assez difficile à comprendre, mais aux États-Unis, qui est le pays de l'entertainment et d'Hollywood, où la confusion entre politique et spectacle avait déjà commencé il y a longtemps. Souvenez-vous de Barack Obama qui participait à des émissions où il se mettait en scène, etc., en tant que président, il faisait des blagues lors de dîners, etc. C'est pas quelque chose qu'a inventé Donald Trump, mais Donald Trump a poussé cette logique spectaculaire du spectacle à son paroxysme. Et donc Dr. Donald, n'a pas jugé bon de laisser Mr. Trump en coulisses, personnage qui existait déjà. Et en fait, Mr. Trump a pris une place plus grande encore dans la vie publique de Donald Trump à partir du moment où il s'est lancé en politique. Parce que il a contribué, Mr. Trump,
il a contribué à l'élection de Dr. Donald. Vous l'avez compris, Dr. Donald, c'est un homme politique, l'homme d'affaires. Mr. Trump, c'est le personnage, le bouffon qu'il a créé. Et alors il n'est pas seul, parce que entre ces deux mandats, Donald Trump a fait monter sur scène les partenaires. Donc Donald a fait monter sur scène les partenaires de Trump, de Mr. Trump, qui sont les influenceurs. Candace Owens, donc du mouvement MAGA, hein, Candace Owens, Tucker Carlson, Nick Fuentes, Megyn Kelly, et les politiciens du même mouvement MAGA, comme Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene. Et ce, pour lui donner la réplique. Donc, tantôt pour le soutenir, tantôt pour le contredire. Et de cette manière, Donald a permis à Mr. Trump et ses partenaires donc, du mouvement MAGA d'occuper presque tout l'espace du show médiatique. Au lieu de laisser les grands médias parler de Trump, le critiquer, etc., l'attaquer comme on l'a vu durant son premier mandat, en mettant en scène les acteurs du mouvement MAGA, il a pu occuper un espace beaucoup plus important. Alors que son espace à l'époque était réduit surtout à Twitter. Twitter qui était contrôlé, non pas à l'époque par son ami Elon Musk, mais par les libéraux, comme ils disent aux États-Unis, donc la gauche, les gauchistes, donc ses ennemis idéologiques. Et avec les influenceurs, les membres du mouvement MAGA, il a pu prendre un espace beaucoup plus important, parce que même les grands médias se font les relais, quand il y a des histoires, des brouilles, etc., se font les relais des influenceurs du mouvement MAGA. Donc c'est une sorte d'énorme média alternatif que lui et ses copains du mouvement MAGA ont créé. Donc ils occupent l'espace. Ils occupent une grande partie de l'espace médiatique. Et donc, par la mise en scène la mise en avant sur la scène de Mr. Trump, et donc du mouvement MAGA, il y a une confusion qui est née entre la réalité et la fiction, y compris dans le monde politique. Donald Trump a littéralement emmené la scène politique dans la fiction. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler le film très intéressant d'ailleurs, au-delà du côté blockbuster, etc., sorti en 1993 avec Arnold Schwarzenegger, qui s'appelle Last Action Hero. Donc Schwarzenegger jouait le rôle principal de ce film, et en fait, je sais pas si pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un gamin qui va au cinéma et qui a un ticket magique qui lui permet d'entrer dans le film. Donc en fait, c'est un grand fan de Schwarzenegger, c'est la grande époque de Schwarzenegger, Stallone, etc. Et donc il va assister à un film donc, de Schwarzenegger où Schwarzenegger joue le rôle d'un flic. Vous connaissez c'est l'histoire habituelle qu'on voyait à l'époque du flic qui casse tout quand il intervient, les voitures, les immeubles, etc. Bref, et donc il a son ticket magique, et ce ticket magique lui permet d'entrer dans le film. Donc il rentre dans le film, et à un moment donné du film, Last Action Hero, le personnage Schwarzenegger, donc le personnage fictif, sort de son film et entre dans la réalité, avec une confusion totale entre réalité et fiction. Et alors c'est drôle, parce que Schwarzenegger lui-même est donc acteur, bodybuilder, acteur, est devenu un homme politique et gouverneur de Californie. Donc, un acteur qui devient homme politique. Quant à Donald Trump, lui, il est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il est un acteur et il est un homme politique en même temps. Il est dans la réalité, il a un personnage dans la réalité et un autre personnage dans la fiction. Alors, c'est bien beau tout ça, mais là on va entrer dans une partie, donc dans la réalité de l'analyse de la politique. Comment est-ce que, à partir de cette compréhension de la création d'un personnage fictif, etc., du mouvement MAGA, du rôle du mouvement MAGA, comment est-ce qu'on peut atterrir
dans la réalité et voir dans la pratique, ce qu'est la politique trumpienne et en quoi la création de ce personnage, que j'appelle Mr. Trump, joue un rôle concret dans la politique. C'est pour ça qu'il est très difficile de comprendre la politique trumpienne. Et on va prendre le cas pratique. Je vous ai parlé de la guerre en Iran, d'Israël. Le cas pratique, c'est Israël. C'est le test ultime, en fait, de la politique trumpienne. Pourquoi ? Parce que Donald Trump s'est fait élire en partie une première fois et une deuxième fois, parce qu'il a promis, d'ailleurs comme tous les présidents depuis Wilson, de ne plus entraîner les États-Unis dans des guerres extérieures catastrophiques. Or, c'est ce qu'il vient de faire. Bon, n'allons pas trop vite. Donc, le point principal, le sujet principal sur lequel il y a polémique autour de Trump, y compris au sein du mouvement MAGA, c'est le sionisme, c'est la question israélienne, puisque c'est Israël, le lobby pro-israélien, qui a entraîné les États-Unis ces 20-25 dernières années dans un certain nombre de guerres catastrophiques pour le monde musulman et pour les États-Unis. Donc, c'est ça le test. Est-ce que Donald Trump peut toucher de l'argent des pro-israéliens tout en évitant d'entraîner les États-Unis dans la guerre? Et vous verrez que la création de ce personnage, enfin plutôt l'importance de ce personnage fictif, Mr. Trump, est important. Donc, bon, comme tout président des États-Unis, Donald Trump, qui a d'ailleurs reçu des centaines de millions de dollars de la part de la famille Adelson, Sheldon Adelson et sa veuve Myriam, qui sont des proches de Benjamin Netanyahou et qui œuvrent exclusivement pour Israël et non pas pour les États-Unis. Donc Donald Trump n'a pas, comme les autres présidents des États-Unis, n'a pas d'autre choix que d'être sioniste dans les actes. Mais bon, il y a des degrés de sionisme dans les actes. On peut dire que le paroxysme, ça a été les mandats de George W. Bush. Dans un pays fondé sur le protestantisme et le messianisme juif, je vous renvoie à ma dernière chronique et à mon précédent article sur le sujet, donc dans un pays fondé, basé sur une lecture vétérotestamentaire, le protestantisme, une forme dérivée du calvinisme, et un pays porteur d'un messianisme lui-même dérivé du messianisme juif, et où le lobby le plus puissant est le lobby pro-israélien, le sionisme n'est pas une option politique. C'est quasiment une obligation religieuse. Il faut vraiment essayer de comprendre cela. On n'est pas en Europe, on n'est pas en France. Même si en France, le lobby pro-israélien est extrêmement puissant et il est capable d'envoyer en prison des critiques d'Israël. Mais ceci étant dit, Donald Trump n'a jusqu'au 28 février dernier, donc 2026, démarré aucune guerre exigée par Israël, véritablement une guerre des États-Unis de plein pied contre un ennemi d'Israël, jusqu'au 28 février 2026. Mais finalement, ils y sont parvenus. Ils ont réussi à entraîner l'administration Trump dans une guerre contre l'Iran, une guerre qu'a évité George W. Bush quand même, qu'a évité le président Obama, et qui a évité l'administration Biden, et qui avait évité la première administration Trump. Et là, Donald Trump s'est laissé entraîner dans cette guerre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Même si j'avais écrit un article le 4 mars dernier qui s'appelle Iran vers une défaite des États-Unis. J'avais fait une chronique aussi là-dessus, donc c'est sur Substack. L'article est sur Substack où j'avais expliqué pourquoi Donald Trump était entré en guerre. Mais là, il y a un article paru récemment, en fait 2 articles, et un des 2 articles, donc du 7 avril 2026, paru dans le New York Times, intitulé « How Trump took the US to war with Iran », comment Trump a entraîné les États-Unis en guerre contre l'Iran, donc du New York Times, et le New York Times raconte dans cet article comment... Alors c'est un article écrit par 2 auteurs
qui est tiré d'un ouvrage qui va sortir sur la guerre de l'administration Trump pour changer de régime en Iran. Alors cet article raconte comment Netanyahou a convaincu Trump d'entraîner les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, malgré les fortes oppositions internes à l'administration Trump. C'est ça qui est étrange. Ce qu'on va voir. Je vais vous citer l'article, c'est quand même très intéressant, et ensuite on va interpréter cela. Alors le 11 février 2026, dans la salle de crise, donc à la Maison-Blanche, M. Netanyahou a mené une campagne de persuasion acharnée, laissant entendre que l'Iran était mûr pour un changement de régime et affirmant sa conviction qu'une mission conjointe américano-israélienne pourrait enfin mettre un terme à la République islamique. M. Netanyahou et son équipe ont exposé les conditions qui, selon eux, garantissaient une victoire quasi certaine. Le programme de missiles balistiques de l'Iran pourrait être anéanti en quelques semaines. Le régime serait tellement affaibli qu'il ne pourrait plus bloquer le détroit d'Ormuz, et le risque que l'Iran porte des coups aux intérêts américains dans les pays voisins était jugé minime. De plus, les renseignements du Mossad indiquaient que les manifestations de rue allaient reprendre en Iran et que, grâce à l'impulsion de l'agence de renseignement israélienne contribuant à attiser les émeutes et la rébellion, une campagne de bombardement intense pourrait créer les conditions permettant à l'opposition iranienne de renverser le régime. Les Israéliens ont également évoqué la possibilité que des combattants kurdes iraniens traversent la frontière depuis l'Irak pour ouvrir un front terrestre dans le nord-ouest, ce qui étendrait davantage les forces du régime et accélérerait son effondrement. M. Netanyahou a fait un exposé d'une voix monotone et assurée. Son discours a semblé bien passer auprès de la personne la plus importante dans la salle, le président américain. « Ça me semble bien », a déclaré M. Trump au Premier ministre. Pour M. Netanyahou, cela signifiait probablement le feu vert pour une opération conjointe américano-israélienne. Fin de citation. Et lors d'une autre réunion qui a eu lieu à la Maison-Blanche avec un cercle restreint sans les Israéliens, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a décrit les scénarios de changement de régime envisagés par Netanyahou comme étant, je cite, « grotesques ». Je cite encore le New York Times qui rapporte « À ce moment-là, M. Rubio, donc le secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain, qui est pourtant néoconservateur, à ce moment-là, M. Rubio a pris la parole. En d'autres termes, c'est des conneries, a-t-il déclaré. M. Ratcliffe a ajouté que, compte tenu de l'imprévisibilité des événements dans tout conflit, un changement de régime pourrait se produire, mais qu'il ne fallait pas le considérer comme un objectif réalisable. Plusieurs autres personnes sont intervenues, dont M. Vance, le vice-président, tout juste rentré d'Azerbaïdjan, parce qu'il n'a pas assisté à la première réunion où il y avait Netanyahou, qui a lui aussi exprimé un profond scepticisme quant à la perspective d'un changement de régime. Le président s'est alors tourné vers le général Kane. « Général, qu'en pensez-vous » Le général Kane a répondu « Monsieur, d'après mon expérience, c'est la procédure habituelle chez les Israéliens. Ils en font trop et leurs plans ne sont pas toujours bien élaborés. Ils savent qu'ils ont besoin de nous et c'est pour cela qu'ils insistent autant. » Monsieur Trump a rapidement évalué la situation. Un changement de régime, a-t-il déclaré, serait leur problème. On ne savait pas très bien s'il faisait référence aux Israéliens ou au peuple iranien. Le général Kane a également souligné l'énorme difficulté de sécuriser le détroit d'Ormuz et les risques que l'Iran ne le bloque. M. Trump avait écarté cette possibilité, partant du principe que le régime capitulerait avant d'en arriver là. Le président semblait penser que ce serait une guerre très rapide, une impression qui avait été renforcée par la réaction mitigée suscitée par les frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes en juin 2025. Fin de citation. Donc ce qui confirme l'analyse que j'ai développée dans un article publié le 4 mars dernier sur Substack, que j'ai évoqué précédemment, Iran vers une défaite des États-Unis. Donc là, on va revenir au jeu entre Dr Donald et Mr Trump. Donc dans cette affaire, Mr Trump a voulu jouer au bluff avec les Iraniens, dans un premier temps, en massant autour de l'Iran une armada. J'en ai parlé
dans mon article que je viens de vous citer, et dans la chronique basée sur cet article. Donc avant le 28 février, donc il masse ses troupes et il s'attendait à ce que les Iraniens plient et acceptent les exigences des États-Unis. Donc, puis, constatant que les Iraniens ne se pliaient pas à ces exigences, Dr Donald, donc le président, l'homme politique, est monté d'un cran. Donc bluff de Mr Trump et action du Dr Donald, du président Donald Trump. Donc il a frappé le 28 février en pensant soumettre Téhéran et obtenir un accord de leur part pour un cessez-le-feu le 1er mars. J'ai rapporté la source dans mon article et dans ma chronique sur le sujet. Dès le 1er mars, dès le lendemain des premiers bombardements, Donald Trump a proposé un cessez-le-feu aux Iraniens, ce qu'ils ont refusé. Donc Mr Trump, toujours le personnage fictif, Mr Trump a imaginé pouvoir duper une nouvelle fois Netanyahou, comme il l'a fait en juin 2025, avec des frappes théâtrales sur les sites nucléaires iraniens, après avoir prévenu Téhéran. Donc il avait prévenu, Marco Rubio a prévenu les Iraniens via la Turquie en leur disant « on va frapper les sites nucléaires », puis les Iraniens ont retiré l'uranium, etc. Puis il y a eu ces frappes théâtrales. À l'époque, l'année dernière, j'avais fait une chronique sur le sujet où j'avais expliqué tout cela. Donc c'était des frappes théâtrales. Puis il y a eu la guerre de 12 jours où les Israéliens se sont retrouvés seuls face aux Iraniens et au bout de 12 jours, même avant, ils ont demandé, les Israéliens, aux États-Unis de négocier un cessez-le-feu pour eux, parce qu'ils étaient à court de missiles antimissiles. Et ils étaient seuls face aux Iraniens. Aujourd'hui, c'est pas la même configuration, puisque les Israéliens ont réussi à entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, donc ils ne veulent pas de cessez-le-feu, les Israéliens. Ou bien, Donald Trump a-t-il véritablement pensé que l'État iranien s'effondrerait rapidement, croyant ce que racontait Netanyahou. Le résultat, donc, est que Dr Donald est tombé dans le piège de Mr Trump. C'était le bluff de trop, le tour de cirque de trop, et les Israéliens qui ont piégé Trump, tout comme les Iraniens qui ont refusé le cessez-le-feu comme ils l'avaient accepté, puis des négociations comme ils avaient accepté l'année dernière, n'ont pas suivi cette fois. N'ont pas suivi Donald Trump. Et les Israéliens ont bien joué sur ce coup-là, puisqu'ils ont fait croire aux Américains que ce serait vite réglé, que l'État iranien s'effondrerait. Donc l'État iranien ne s'étant pas effondré, les Iraniens ont continué la guerre, puisqu'ils sont dans leur logique, c'est-à-dire continuer la guerre pour obtenir une victoire stratégique pour éviter de se faire attaquer tous les 6 mois. Ce qui a satisfait les Israéliens, parce que ça a permis d'entraîner les États-Unis dans cet engrenage, les Iraniens ne voulant pas arrêter les bombardements après 40 jours. Finalement, au bout de 40 jours, ils ont conclu un cessez-le-feu de 2 semaines. Eh bien, Donald Trump s'est retrouvé piégé. C'est pour ça que je dis que le personnage Mr Trump a piégé Dr Donald. Le personnage fictif, le bluffeur, a piégé l'homme politique. Et c'est là que MAGA arrive. Le mouvement MAGA. Alors, les membres du mouvement MAGA ont critiqué la décision de Trump d'entrer en guerre contre l'Iran. Le mouvement MAGA est composé essentiellement de critiques d'Israël, avec des tendances différentes. Mais disons que le mouvement MAGA sert aussi à cela. Il sert à Trump, puisque c'est un relais de Trump, même s'il joue à s'attaquer les uns les autres. Je rappelle que l'année dernière, il y a quelques mois, Trump a insulté Tucker Carlson. Tucker Carlson s'est rendu plusieurs fois à la Maison-Blanche il y a 2 mois. Puis, donc avec des photos, on le voit avec le président Trump. Puis il repart de la Maison-Blanche, puis le cirque recommence, il s'attaque, il s'insulte, etc., etc. Bref, comme je l'ai dit au début, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et en fait, Trump utilise le mouvement MAGA comme une sorte de contrepoids à l'influence qu'exerce sur lui le lobby pro-israélien, Netanyahou, etc., la famille Adelson. Donc, le mouvement MAGA a critiqué, donc dans son rôle, a critiqué la guerre contre l'Iran étant
guerre étant opposée à l'encontre des intérêts des États-Unis. Toutefois, un certain nombre de membres du mouvement MAGA ont présenté des circonstances atténuantes, protégeant d'une certaine façon Donald Trump. Tucker Carlson a expliqué qu'aucun président des États-Unis depuis John Fitzgerald Kennedy n'a pu dire non à Israël. Pourquoi ce président ou n'importe quel président ne peut-il pas dire non à Israël? Et nous avons le droit de savoir pourquoi. Ce n'est pas seulement parce que nous aimons Israël et que c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. Et si c'est le cas, alors nos dirigeants sont plus stupides que nous le pensions. Mais ce n'est probablement pas ça, parce qu'ils comprennent parfaitement à quel point cela est mauvais pour les États-Unis. Et il y a, croyez-le ou non, beaucoup de gens à la Maison-Blanche qui se soucient des États-Unis, des gens avec du pouvoir à la Maison-Blanche. Ils ne sont pas tous, quoi que vous pensiez, des zombies exécutant les ordres de Bibi. Certains d'entre eux voient très clairement où cela mène. Cela mène à une frappe nucléaire par Israël sur l'Iran, c'est évident. Et ce serait une catastrophe historique mondiale. C'est aussi clairement terrible pour l'économie américaine, pour le peuple américain, sans même mentionner les Américains qui mourront en nombre si cela devient une guerre terrestre. Il y a donc des gens qui travaillent très dur, très tard pour essayer de résoudre cela, pour obtenir une paix, même une qui nous diminue, où nous devons encaisser des coups. Ils font cela. C'est la seule raison pour laquelle nous en sommes arrivés là où nous étions hier. C'est parce que des gens à la Maison-Blanche, sans en tirer aucun crédit, travaillaient pour mettre fin à cela parce que c'est mauvais. Mais ces personnes ont été prévisiblement sapées. Notre pays a été sapé par Israël et apparemment, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Alors encore une fois, pourquoi est-ce ainsi? Et une fois que cela sera terminé, même avant que cela ne se termine, chaque Américain a le droit de savoir pourquoi ce petit pays a tant de contrôle sur notre gouvernement. Est-ce du consentement? Cela n'en a pas l'air. Joe Kent a dit sans détour quand il a démissionné. D'ailleurs, le jour où il a démissionné, il a conservé une habilitation de sécurité de plus haut niveau. Ils ont essayé de vous dire « Oh, c'était un informateur. Il faisait l'objet d'une enquête. C'était un mensonge. » Ils ont admis que c'était un mensonge. Il ne faisait pas l'objet d'une enquête par le FBI. Faux. Et vous savez que c'est faux, parce qu'il a gardé son habilitation de sécurité jusqu'au jour où il a quitté le bâtiment. Donc il n'y a aucune information dans le gouvernement des États-Unis que Joe Kent ne pouvait pas voir. Aucune. Il était l'une des personnes les mieux informées au monde. Et sa conclusion était qu'il se passait quelque chose de bizarre ici. Au risque de se faire assassiner. Il a en outre rapporté que Trump lui a dit en privé qu'il n'avait pas eu le choix, pas eu d'autre choix que d'entrer en guerre. C'est ce que rapporte Tucker Carlson. Netanyahou l'aurait mis devant un choix difficile, à savoir soit les États-Unis attaquent l'Iran pour modérer l'offensive israélienne, ce que rapporte Tucker Carlson et que lui aurait dit Donald Trump, soit les Israéliens attaquent seuls, mais avec une puissance dévastatrice, sous-entendant l'utilisation de l'arme nucléaire. Or, ce chantage à l'arme nucléaire a été fait par Netanyahou en disant soit vous nous accompagnez, vous les Américains, soit on y va seul. Il a été fait aux administrations Obama et Biden, qui ont toutes deux refusé de se lancer dans une guerre contre l'Iran. Donc ils ne sont pas tombés dans le panneau. C'est le paradoxe. Il a fallu que Trump tombe dans le panneau. Et Joe Kent, qui ne l'attaque pas, Donald Trump, donc c'est l'ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, qui a démissionné de son poste en s'opposant au déclenchement de la guerre contre l'Iran, en disant que c'était une guerre israélienne, que c'était les Israéliens qui avaient poussé les États-Unis dans cette guerre, ce que confirme d'ailleurs le New York Times. Il a affirmé au micro de Tucker Carlson que Trump est entré en guerre contre l'Iran, craignant que les Israéliens assassinent un membre de sa famille. Donc on a, pas de deux versions qui s'opposent, mais on a des éléments qui se complètent. On y croit ou pas, c'est pas la question. Ce que je dis simplement, c'est que les soutiens de Trump, membres du mouvement MAGA, etc., nous expliquent aux Américains que Donald Trump, en gros, n'avait pas le choix, pour des raisons diverses. La peur de voir Israël utiliser le nucléaire, la peur d'être assassiné, ou de voir un membre de sa famille assassiné, etc. Voilà. Je ne me positionne pas là, par rapport à cela, je n'en sais rien. Il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas. Mais force est de constater que même cette mise en scène là, de Netanyahou qui a raconté son baratin à la Maison-Blanche lors de la réunion de crise, je ne sais pas si Donald Trump y croyait, mais en tout cas son entourage n'y croyait pas, ni les militaires, ni la CIA, etc. n'y croyaient pas.
Donc il n'y a pas de raison que Trump y croit, donc ça veut dire qu'il y a une autre raison qui a poussé Donald Trump à, d'une certaine façon, valider le discours de Netanyahou contre ses plus proches collaborateurs, en mettant ses proches collaborateurs dans une situation délicate, à commencer par J.D. Vance, qui pourrait voir sa carrière, en tout cas son avenir politique, compromis à cause de cela. Et donc toujours avec le mouvement, toujours sur le mouvement MAGA, il y a quelques jours, Candace Owens a fait part d'une confidence de feu Charlie Kirk, qui était un ami à elle, qui était proche de Donald Trump, qui se rendait régulièrement à la Maison-Blanche, qui s'était opposé d'ailleurs à la guerre contre l'Iran. Donc en présence d'un autre témoin, Donald Trump aurait dit en présence de Charlie Kirk, en parlant de la veuve de Sheldon Adelson, Myriam, qui lui a donné des centaines de millions de dollars, qui a financé sa campagne pour qu'il laisse, entre autres choses, Israël prendre la Cisjordanie, mais aussi attaquer l'Iran. Il aurait dit, Donald Trump, devant Charlie Kirk, c'est ce que rapporte Candace Owens, je vais prendre son argent et ensuite je vais là, B-A-I-S-E-R. Je veux commenter et partager quelque chose que je n'avais pas partagé auparavant. Et je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais c'est quelque chose qui a toujours vécu en moi. C'était quelque chose que Charlie Kirk m'a dit avant de mourir et quelque chose que Andrew Colvett m'a confirmé. C'était encore une fois quand tout le monde allait bien et évidemment, les choses ne sont plus les mêmes entre Andrew Colvett et moi parce que je ne le crois pas. Je ne le crois tout simplement pas. Mais avant qu'il ne soit annoncé que Myriam Adelson avait donné 100 millions de dollars à Trump, je pense que cela a été annoncé en juillet ou juste avant juillet 2024. Et Charlie m'a dit que lui et Andrew Colvett étaient présents à cette réunion avec Donald Trump. Et la raison pour laquelle Charlie m'a raconté l'histoire, et encore une fois, je pourrais revenir en arrière et essayer de comprendre quand exactement la discussion a eu lieu. Je veux dire que c'était en mai. Donc, je savais que cet argent était passé et je savais ce qu'elle voulait en échange de 100 millions de dollars. Ce que Charlie et Andrew Colvett m'ont dit, c'est qu'elle a dit qu'elle voulait en échange que Trump leur permette d'annexer non pas Gaza, mais la Cisjordanie. J'étais stupéfait par cela. Je pense que cela a depuis fait les nouvelles, mais bien sûr, c'est un prétexte totalement différent de celui du 7 octobre. Le Hamas n'est pas en Cisjordanie et c'est ce qu'elle voulait en échange. Après qu'elle ait dit cela à Trump, Trump est allé, c'était où que Charlie était. Trump ajustait sa cravate et se regardait dans le miroir et il a dit « Je vais prendre son argent et ensuite je vais la baiser. » D'accord, j'entends cela de Charlie, qui était là en personne, et Andrew qui a confirmé cela. Andrew était également là. Il n'y avait personne d'autre qu'Andrew et Charlie quand Trump a dit cela. Donc en gros, je vais l'arnaquer. Je vais prendre son argent, je vais prendre l'argent des pro-israéliens, mais je ne vais pas faire ce que me demandent les pro-israéliens. Bon. En gros, le message que MAGA veut faire passer est que Trump a un plan. Il est plus malin que le malin, il est plus malin que les Israéliens, il est plus malin que les membres du lobby pro-israélien qui lui donnent des centaines de millions de dollars. En fait, à la fin, le message, c'est qu'à la fin, il arnaquera Israël. Mais bon, en attendant, c'est Israël qui a piégé Trump en entraînant son administration dans une guerre désastreuse contre l'Iran. Désastreuse pour les États-Unis, désastreuse politiquement pour Trump et le Trumpisme, désastreuse pour l'économie mondiale, désastreuse aussi pour l'hégémonie états-unienne. Mais bon, ça, à la limite, nous, on n'est pas américains, je ne suis pas américain. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas américain non plus. Et d'une certaine façon, si Trump peut contribuer à la décomposition finale de l'hégémonisme américain, bah, tant mieux. Si c'est ça le plan de Trump, bah, tant mieux, c'est bien. We trust the plan. Donc en conclusion, pour faire simple, le meilleur moyen d'éviter dans le piège de la confusion analytique, la confusion entre réalité et fiction, est de s'en tenir aux faits et rien qu'aux faits. Pas
En fait, Donald Trump a dit ça, il fait dire ceci, cela à un tel, attention, attendez, vous allez voir, ah mais il faut analyser ce qu'a dit tel membre du mouvement MAGA, etc., etc. En réalité, la psychologisation du président Trump, psychologisation du fait des adversaires de Trump, des ennemis de Trump, ou de ceux qui n'aiment pas Trump, tout comme les interprétations des mises en scène de Mr. Trump et de sa troupe MAGA embrument la réalité. Pour moi, ça relève de la même erreur d'analyse. La psychologisation est tomber, s'enfermer, en fait, dans les scènes de théâtre du mouvement MAGA et de Mr. Trump. Ça embrume la réalité. Tout cela doit être mis de côté lorsqu'on analyse la politique trumpienne et s'en tenir aux faits. Les faits, là, en tout cas, dans la période actuelle, c'est que Donald Trump est entré en guerre contre l'Iran, alors que durant son premier mandat, il a évité de le faire, et l'année dernière, il a mené des frappes théâtrales en évitant quand même d'entrer en guerre contre l'Iran. Mais là, il est rentré en guerre contre l'Iran. Il a commis cette erreur fondamentale. Il a, violé le contrat. Voilà. Il a rompu ses promesses. Maintenant, dire « Ah, mais en fait, il a fait ça parce qu'en fait, il a un plan derrière. » Non, il faut s'en tenir aux faits. Maintenant, si les conséquences sont favorables pour le reste du monde, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est pas parce que Donald Trump accélère l'effondrement de l'hégémon américain que ça faisait partie de son plan. Faut pas confondre les objectifs initiaux, là par rapport à l'Iran, qui était de faire tomber le régime, etc., avec les conséquences de cette action de Donald Trump. C'est pas parce que les conséquences nous arrangent, nous, par exemple, l'effondrement de l'hégémon américain, la défaite des États-Unis, etc., ou le renforcement du monde multipolaire, que c'était dans les plans de Trump. À un moment donné, il ne faut pas réécrire l'histoire. Voilà. On pensait que Donald Trump n'entrerait pas en guerre contre l'Iran. D'ailleurs, j'ai fait partie de ceux qui pensaient que du fait de la mise en avant de le retour du dossier Epstein, qui compromet lourdement les Israéliens, ça serait un levier pour Trump pour empêcher les Israéliens de l'entraîner dans cette guerre. Visiblement, non. Lui, il avait un autre calcul, c'était frapper, soit faire tomber le régime rapidement, soit frapper, soumettre le régime, soumettre l'État iranien, et l'aligner comme il l'a fait avec le Venezuela. Peut-être que c'était certainement ça son objectif. Eh bien, il l'a raté, voilà, comme je vous l'ai expliqué, et il s'est laissé entraîner dans une guerre catastrophique. Voilà. Il a commis une erreur monumentale, catastrophique. C'est pas la peine d'essayer de réécrire l'histoire, de dire mais en fait non, c'était dans le plan initial depuis 2016. Non, faut être sérieux et atterrir. Maintenant, il faut atterrir, voilà, dans la réalité. Donc je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui veulent en savoir plus et surtout sur ce sujet-là et revenir sur les différents épisodes de la politique trumpienne depuis le premier mandat, je vous invite à lire mon article. Vous trouverez le lien dans la description. Substack, l'article porte a le même titre que cette vidéo, Dr. Donald and Mr. Trump, politique et spectacle. Et l'article est étoffé et je reprends en fait les différentes mises en scène de Donald Trump, notamment sur le cas syrien durant son premier mandat, l'affaire iranienne déjà en 2019, et vous verrez qu'en fait il n'en est pas à son premier coup d'essai, simplement là il s'est pris les pieds dans le tapis. Donc je vous invite aussi à soutenir cette chaîne via Tipeee, via Paypal, via Patreon, dans la description de la vidéo. Je vous dis à mercredi prochain, 18h si Dieu veut.